Des coups de feu claquent, l'instinct collectif change de direction et l'instinct collectif change de direction. Alors que la situation reste instable et que des tirs sont encore signalés, des habitants sortent immédiatement, se regroupent et affichent une solidarité visible sans attendre ni communiqué ni apaisement officiel. Quand la peur cesse d'être un réflexe de fuite et devient un réflexe de présence, que dit cette scène du lien politique projeté sur Ibrahim Traoré et de la légitimité que ses partisans veulent rendre tangible en direct? Un moment bref, mais une empreinte durable. Ce récit ne cherche pas à dramatiser un incident, mais à expliquer une mécanique politique observée en direct. Comprendre cette nuit aide à lire ce qui pourrait suivre. L'enjeu, dans le contenu adverse, dépasse la sécurité immédiate. Il touche à la manière dont le pouvoir se construit quand l'État vacille, tandis que la rue, elle, ne se retire pas. Ibrahim Traoré y apparaît moins comme une figure institutionnelle classique que comme un point de cristallisation où se concentrent des attentes autour de souveraineté, de sécurité et du rejet d'un ordre jugé inefficace. Mais cette force a un revers. La mobilisation qui protège peut aussi exposer un risque, celui de réduire l'espace du désaccord politique où toute critique pourrait être assimilée à une trahison. C'est là que la séquence devient décisive. Si la loyauté s'exprime pendant l'incertitude, devient-elle ensuite durable ou seulement liée à un moment de tension extrême? La suite dépendra des usages politiques de cet épisode et de ce que chacun acceptera d'en faire. La surprise ne vient pas de l'existence de tirs, mais de leur simultanéité avec la réaction civile. En l'espace de quelques dizaines de minutes, des centaines de personnes convergent vers des points névralgiques de Ouagadougou alors que la menace est encore perçue comme active, sans attendre de confirmation officielle. Ce détail change la lecture politique de la scène. Habituellement, les mobilisations suivent l'événement, une fois le danger dissipé et le récit stabilisé. Ici, elles se produisent pendant l'incertitude, dans un intervalle où personne ne sait encore si la situation est sous contrôle. Cette réduction presque totale de la distance temporelle entre le risque perçu et la réponse collective constitue le cœur du basculement observé. Pour comprendre pourquoi cette réaction a surpris, il faut revenir au contexte plus large décrit dans le contenu adverse. Le Burkina Faso traverse depuis des années une succession de crises sécuritaires, de transitions politiques et de ruptures avec des partenaires extérieurs. Dans cet environnement instable, la population a souvent été spectatrice de décisions prises loin de sa réalité quotidienne, observant sans intervenir directement au moment critique. Cette nuit-là, le comportement change. Des réseaux communautaires, des groupes de quartier, des anciens combattants démobilisés et des soutiens visibles du régime militaire occupent l'espace public sans hiérarchie formelle. L'information circule d'abord par des messages fragmentaires, puis par des vidéos courtes et instables qui confirment une chose essentielle. La situation n'est pas encore stabilisée. C'est précisément dans cet interstice que la dynamique collective se déclenche. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas seulement perçu comme un chef militaire, il devient un symbole de rupture avec un ordre antérieur associé à l'insécurité persistante et à une dépendance extérieure jugée humiliante. Toute tentative de le renverser est alors interprétée non comme une lutte de pouvoir interne, mais comme une attaque directe contre une souveraineté encore fragile. Ce cadrage précède toute déclaration officielle et s'impose comme une grille de lecture partagée. La question centrale s'ouvre ici. Cette loyauté exprimée dans l'urgence relève-t-elle d'une conviction durable ou d'un réflexe exceptionnel né de la tension extrême? Les images et témoignages décrivent d'abord des acteurs ordinaires. Des jeunes les sortent parmi les premiers,
rejoints par des groupes de quartier, des figures communautaires et des anciens militaires démobilisés. Aucun leader civil clairement identifié n'émerge, aucune chaîne de commandement formelle n'est visible. Pourtant, une compréhension commune semble s'imposer. Quelque chose de décisif est en train de se jouer et l'inaction devient, pour certains, un risque en soi. Cette absence de coordination officielle renforce paradoxalement la crédibilité du mouvement. Elle suggère une impulsion venue de la base plutôt qu'un mot d'ordre orchestré. Les civils n'entravent pas l'action des forces de sécurité. Ils occupent un espace symbolique. Être présent, visible, filmé, devient une manière de signaler un soutien clair sans se substituer au dispositif militaire. Le geste est simple mais politiquement chargé. Un premier effet apparaît immédiatement: l'élévation du seuil d'acceptabilité du risque pour les citoyens eux-mêmes. Sortir alors que des tirs sont encore signalés devient un acte normalisé. Le soutien ne se contente pas de protéger, il engage. En se montrant, les participants assument une exposition physique et sociale qui transforme leur position de spectateur en acteur. Un second effet concerne la perception collective. Le contraste entre le danger objectif et l'absence de panique généralisée nourrit un récit puissant, celui d'une population qui ne se contente plus d'attendre des explications officielles. Cette scène modifie la manière dont l'événement est interprété à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle installe l'idée que la rue peut intervenir en temps réel et pas seulement commenter a posteriori. Le sens politique est clair. La légitimité ne se joue plus uniquement dans les institutions, mais aussi dans la capacité à susciter une présence immédiate quand tout vacille. La séquence débute sans annonce préalable. Des détonations sont signalées dans plusieurs zones suffisamment distinctes pour être perçues comme autre chose qu'un incident isolé. L'information circule d'abord de manière fragmentaire, par appels et messages courts, avant que des vidéos instables ne commencent à apparaître. À ce stade, un élément domine tous les autres. La situation n'est pas encore sous contrôle et personne ne peut affirmer qu'elle le sera rapidement. Le premier mouvement vient des quartiers proches des axes stratégiques. Des groupes se forment presque simultanément, sans coordination centrale visible. Les participants ne disposent pas de certitude, seulement d'une interprétation partagée. Une tentative de rupture politique est en cours. Cette lecture précède toute déclaration officielle et s'appuie sur une expérience récente marquée par des changements de pouvoir rapides et violents. Dans ce contexte, attendre devient synonyme de passivité dangereuse. Le point de bascule intervient lorsque la foule devient visible et assumée. Les rassemblements ne se contentent plus d'exister, ils prennent position. Des slogans apparaissent, des prises de parole improvisées s'enchaînent et un message se fixe progressivement: le refus d'un renversement par la force. Ibrahim Traoré est alors explicitement nommé comme le point de référence de cette opposition. Le soutien cesse d'être implicite, il se personnalise et s'ancre dans une figure identifiée. Deux dynamiques se superposent alors. D'un côté, les forces de sécurité cherchent à contenir la menace initiale, à en évaluer l'ampleur et à prévenir toute escalade armée. De l'autre, la présence civile modifie l'équation. Chaque mouvement devient observable, filmé, interprété. Le terrain n'est plus seulement militaire ou politique, il devient narratif. Toute action perçue comme hostile au pouvoir en place voit son coût symbolique augmenter immédiatement. Les heures suivantes constituent la phase de répercussion. Les images circulent largement, renforçant l'idée que la tentative a échoué face à une double barrière, institutionnelle et populaire. Les discours insistent sur la discipline, la vigilance et la continuité de la mobilisation. Le message adressé aux opposants potentiels est clair:
Toute nouvelle tentative rencontrera non seulement l'appareil sécuritaire, mais aussi une population prête à se montrer. Ce déroulé rapide ne clôt pas la séquence, il en fixe le cadre. L'événement ne se limite plus à un incident sécuritaire, il devient une référence politique. La manière dont cette nuit est racontée, reprise et mémorisée pèsera sur toutes les lectures à venir, bien au-delà de l'urgence initiale. Avant cette nuit, la situation de référence décrite dans le contenu adverse est celle d'un pays habitué aux alertes sécuritaires, mais marqué par une distance persistante entre la rue et les centres de décision. Les tentatives de déstabilisation passées, qu'elles aient réussi ou non, se jouaient principalement à l'intérieur des casernes, des cercles politiques fermés ou des négociations discrètes. La population observait, commentait parfois, mais intervenait rarement de manière immédiate pendant que l'événement était encore en cours. La bascule observée se mesure moins en chiffres officiels qu'en indicateurs comportementaux convergents. Premier indicateur, le timing. Les rassemblements civils commencent alors que la situation est encore décrite comme active. Cette simultanéité réduit presque à zéro la distance temporelle entre danger perçu et réponse collective. Dans l'analyse politique, ce raccourcissement du délai constitue un changement majeur, car il transforme la réaction populaire en variable stratégique immédiate. Deuxième indicateur, la diversité des acteurs mobilisés. Les vidéos montrent des jeunes, des adultes, des figures communautaires et des anciens militaires démobilisés. Cette hétérogénéité contraste avec des mobilisations plus classiques, souvent portées par un groupe social ou politique identifiable. Ici, l'absence de bannière unique et de structure formelle rend difficile l'attribution du mouvement à une organisation précise. Cela complique l'hypothèse d'une mise en scène centralisée, sans pour autant l'annuler totalement. Troisième indicateur, la vitesse de diffusion de l'information. Les images circulent quasi instantanément, amplifiant la perception de masse et créant un effet d'entraînement. Chaque groupe local devient un signal national. Là où, auparavant, une tentative de coup de force pouvait rester partiellement opaque pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, elle devient immédiatement lisible par l'opinion publique. Cette transparence forcée modifie l'équilibre stratégique entre acteurs. Ces trois éléments, mis bout à bout, produisent un effet mesurable sur la dynamique du pouvoir. Sans pourcentage ni statistiques officielles, le déplacement est observable dans la tonalité des discours et dans les faits rapportés sur le terrain. Pour Ibrahim Traoré, cela se traduit par un gain immédiat en capital symbolique. Être défendu publiquement sous la menace renforce l'image d'un dirigeant perçu comme aligné avec une partie significative de la population. Mais ce gain s'accompagne d'un coût différé. Plus la mobilisation était présentée comme décisive, plus l'attente de résultats concrets devient forte. La preuve ne réside pas dans des chiffres, mais dans une rupture tangible des comportements collectifs. La population n'est plus seulement en retrait relatif. Elle intervient visible et assumée, et cette intervention devient un point de comparaison permanent pour évaluer l'action future du pouvoir. La donnée centrale n'est donc pas quantitative mais structurelle. Un nouveau paramètre s'impose, la réaction populaire spontanée comme facteur de stabilisation, mais aussi comme source d'exigence accrue. Un premier argument critique avancé dans le contenu adverse consiste à relativiser la portée de la mobilisation observée. Selon cette lecture, la présence de foules visibles, aussi impressionnante soit-elle, ne prouve pas une adhésion majoritaire durable. Elle reflèterait avant tout un moment émotionnel intense amplifié par la peur, par l'incertitude et par des réseaux de soutien déjà existants. L'absence de manifestations contraires ne signifierait pas consensus, mais prudence, voire silence, dans un contexte perçu comme dangereux. Un second argument met en garde contre un risque institutionnel plus profond.
Lorsque des civils se portent spontanément au devant d'une menace armée pour défendre un dirigeant, la frontière entre soutien citoyen et pression politique devient floue. Cette dynamique pourrait fragiliser l'état de droit en assimilant la contestation à une hostilité envers la nation. À terme, elle risquerait de réduire l'espace du débat public et d'installer une confusion durable entre loyauté politique et sécurité nationale, dérives observées ailleurs dans la région. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles pointent des mécanismes connus dans des contextes de transition militaire. Toutefois, les éléments rapportés permettent une réponse nuancée. Le facteur déterminant ici n'est pas uniquement la taille des rassemblements, mais leur temporalité. Le fait que des civils se mobilisent pendant que la situation reste incertaine distingue cet épisode d'une démonstration organisée a posteriori, souvent plus sûre et plus symbolique. Cette simultanéité réduit, sans l'annuler, l'hypothèse d'une simple mise en scène. De plus, la diversité sociale visible parmi les participants complique l'idée d'un noyau militant unique imposant sa lecture au reste de la société. En l'occurrence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef imposant une loyauté que comme un symbole de rupture dans lequel des trajectoires différentes se projettent temporairement. Le risque de fermeture politique existe, mais il n'est pas mécanique. Il dépendra des choix effectués après l'événement. La mobilisation peut soit servir de levier pour élargir le contrat social, soit être instrumentalisée pour restreindre la critique. À ce stade, l'épisode fournit des signaux, pas une trajectoire figée. Ce basculement marque un moment charnière de la séquence. Jusqu'ici, l'espace public fonctionnait comme un baromètre, parfois comme un amplificateur, mais rarement comme un facteur immédiat de décision. Cette nuit-là, il s'impose comme un élément structurant du rapport de force. Le soutien populaire ne se contente plus de commenter le pouvoir. Il l'encadre, le protège et, indirectement, le contraint. Cette transformation modifie profondément la lecture politique de l'événement. Pour Ibrahim Traoré, l'irruption populaire agit comme un révélateur. Elle confirme une identification forte entre une partie de la population et sa trajectoire politique, fondée sur l'idée de rupture avec un ordre antérieur jugé inefficace. Mais cette identification n'élargit pas seulement sa base symbolique, elle redéfinit aussi sa marge de manœuvre. Être défendu dans l'urgence crée une dette implicite. Chaque décision future sera évaluée à l'aune de cette nuit, comme si un contrat tacite venait d'être scellé sans négociation formelle. Le soutien protège, mais il engage. Il transforme la légitimité en obligation de résultat, notamment sur la sécurité et les conditions de vie. À partir de ce point médian, la séquence ne cherche plus à savoir si la tentative a échoué, mais ce que cet échec apparent produit. Le centre de gravité politique se déplace. Le pouvoir ne repose plus uniquement sur le contrôle institutionnel, mais sur la capacité à maintenir une confiance active sous le regard permanent de la rue. Les conséquences de cette nuit se déploient à plusieurs niveaux, et leur lecture varie selon les acteurs concernés. Pour l'État, l'effet immédiat est un renforcement clair de la position du pouvoir en place. La réaction populaire agit comme une couche supplémentaire de dissuasion face aux tentatives de rupture institutionnelle. Elle signale que toute manœuvre future devra compter non seulement avec l'appareil sécuritaire, mais aussi avec une opinion prête à se manifester rapidement. À court terme, cette configuration stabilise l'exécutif. À moyen terme, elle crée une attente accrue de résultats, car un pouvoir soutenu publiquement ne peut plus invoquer uniquement l'instabilité pour justifier l'inaction. Pour les acteurs économiques, la lecture est plus ambivalente. D'un côté, l'échec apparent de la tentative rassure sur la continuité politique et réduit l'incertitude immédiate. De l'autre, la visibilité même de la tension rappelle la fragilité persistante du contexte sécuritaire.
Les entreprises locales et les investisseurs potentiels observent si cette démonstration de soutien se traduira par des décisions plus prévisibles, notamment sur la sécurisation des axes, la gouvernance et les relations extérieures. La mobilisation rassure symboliquement, mais elle n'annule pas le risque structurel. Pour les citoyens, la conséquence est double. Beaucoup ressentent une forme de fierté et de réappropriation du destin collectif. Ils n'ont pas attendu, ils ont agi. Cette implication directe produit un sentiment de dignité politique rarement observé dans des contextes similaires. Mais elle a aussi un revers. Elle normalise l'idée que la population doit se mobiliser physiquement pour protéger l'ordre politique, ce qui peut accroître la pression sociale sur ceux qui choisissent la prudence, la distance ou le silence. À l'échelle régionale, enfin, le signal dépasse largement les frontières nationales. Dans un Sahel marqué par des transitions militaires et des crises de légitimité, l'image d'un dirigeant défendu spontanément par la rue pèse lourd. Ibrahim Traoré apparaît comme un cas où la légitimité ne repose pas uniquement sur l'appareil coercitif, mais sur une identification populaire active. Cette perception influence les calculs des acteurs voisins, étatiques ou non, et redéfinit les comparaisons régionales. Ces quatre niveaux montrent que l'événement ne se ferme pas sur lui-même. Il redistribue les cartes, crée des avantages immédiats, mais installe aussi des contraintes nouvelles qui pèseront durablement sur la trajectoire politique. À moyen terme, les conséquences de cette nuit dépendront moins de l'événement lui-même que de la manière dont il sera interprété et utilisé. Trois trajectoires principales se dessinent dans le contenu adverse sans qu'aucune ne soit exclusive des autres. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans cette hypothèse, le pouvoir lit la mobilisation comme un soutien conditionnel. La priorité est donnée à la continuité, à l'évitement de toute perception de faiblesse et à des ajustements ciblés sur la sécurité quotidienne. Des améliorations visibles, même modestes, suffisent alors à entretenir le capital symbolique acquis. La rue reste un repère implicite, mais elle n'est pas constamment sollicitée. La légitimité d'Ibrahim Traoré se maintient dans un équilibre fragile entre protection populaire et action institutionnelle mesurée. Le scénario optimiste suppose une interprétation plus ouverte de l'épisode. La mobilisation est comprise comme un avertissement autant que comme un soutien. Dans ce cadre, la légitimité acquise sert de levier pour élargir le dialogue et transformer une réaction de crise en participation plus structurée. Des espaces d'expression encadrés émergent, permettant au soutien de coexister avec la critique. La rue cesse d'être uniquement un rempart émotionnel et devient un partenaire civique. Cette trajectoire réduit le risque de nouvelles tensions brutales, mais elle exige une volonté politique constante. Le scénario de durcissement, enfin, repose sur une lecture inverse. Si la nuit est perçue comme un chèque en blanc, la mobilisation peut être instrumentalisée pour justifier un resserrement politique. Toute critique est alors assimilée à une menace et l'événement est invoqué pour disqualifier l'opposition. À moyen terme, cette logique accroît la polarisation et transforme la loyauté en obligation attendue. La stabilité apparente masque une fragilité accrue, car la moindre fissure peut provoquer une réaction disproportionnée. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Le point décisif réside dans le si. Si l'événement est traité comme une ouverture, il peut renforcer durablement le lien entre pouvoir et citoyen. S'il est figé comme un mythe fondateur intouchable, il risque au contraire d'enfermer la trajectoire politique dans une tension permanente. Pour le spectateur, l'épisode ne se lit pas de manière uniforme. Il agit différemment selon la position, l'expérience et la distance à l'événement. Une première catégorie regroupe ceux qui vivent de la situation depuis l'intérieur du pays.
Pour eux, la séquence renvoie à une expérience directe de l'incertitude et à une décision individuelle lourde de sens, participer ou rester en retrait. Voir des civils sortir sous la menace peut susciter de la fierté, mais aussi un malaise persistant. Jusqu'où un citoyen doit-il s'exposer pour défendre un ordre politique? À partir de quel point la prudence devient-elle une faute morale? Un second groupe, plus éloigné géographiquement mais attentif à la région, utilise l'événement comme une grille de lecture comparative. La scène interroge les formes contemporaines de légitimité au Sahel, où le soutien populaire visible semble parfois peser autant que les procédures institutionnelles. Cette lecture invite à relativiser, à comparer d'autres transitions militaires et à se demander si ce modèle est transposable ou s'il reste lié à un contexte très spécifique marqué par l'histoire récente et les ruptures accumulées. Un troisième regard est plus pragmatique. Il concerne ceux qui s'intéressent aux effets concrets sur la stabilité, l'économie et la sécurité quotidienne. Pour eux, la question centrale n'est pas symbolique mais fonctionnelle. Cette mobilisation réduit-elle réellement les risques futurs ou ne fait-elle que déplacer les tensions vers des formes moins visibles? Le soutien exprimé produit-il des améliorations tangibles ou seulement une accalmie narrative? À ces différents niveaux, l'épisode invite à une posture exigeante. Soutenir dans l'urgence peut renforcer la cohésion, mais cela crée aussi des attentes durables. Rester attentif aux suites, distinguer le soutien à une trajectoire du soutien inconditionnel à une figure, et préserver un espace de questionnement deviennent déjà des formes d'engagement civique. Après un épisode aussi chargé symboliquement, la question n'est plus de revenir sur la mobilisation elle-même, mais d'en encadrer les effets. Le premier enjeu consiste à clarifier le cadre politique. Le soutien exprimé dans l'urgence ne peut se substituer aux mécanismes ordinaires de gouvernance. Les autorités doivent rappeler explicitement que la protection populaire ne remplace ni les institutions, ni les procédures, mais qu'elle en souligne les attentes. Cette clarification réduit le risque d'amalgame entre loyauté citoyenne et obligation politique. Le deuxième axe concerne la sécurité tangible. Si la mobilisation s'est produite par crainte d'une rupture violente, alors des signaux concrets doivent suivre. Une sécurisation visible des zones sensibles, une communication régulière sur les risques et des réponses proportionnées permettent d'établir une différence perceptible entre l'avant et l'après de cette nuit. C'est sur ce terrain que la crédibilité d'Ibrahim Traoré sera la plus directement évaluée, indépendamment du capital symbolique accumulé. Un troisième volet touche au dialogue. Transformer une réaction spontanée en engagement durable suppose d'ouvrir des espaces d'expression encadrés où le soutien peut coexister avec la critique. Des consultations locales, des relais communautaires ou des mécanismes de remontée d'informations peuvent éviter que la rue ne devienne l'unique mode d'interpellation. Enfin vient le temps de l'évaluation. À moyen terme, il ne s'agit pas de juger la justesse de la mobilisation, mais ses effets durables. Cette évaluation, même qualitative, conditionnera la solidité du lien établi cette nuit-là. La mobilisation peut devenir un levier de confiance stable ou se dissoudre si elle ne produit aucun changement perceptible. Le récit revient alors à une image simple, déjà aperçue plus tôt, des personnes ordinaires sorties sans consigne, guidées par une conviction plutôt que par un plan. Les rassemblements improvisés, formés dans l'incertitude, deviennent le fil conducteur de toute la séquence. Il ne s'agissait ni d'héroïsme spectaculaire, ni de mise en scène maîtrisée, mais d'un choix collectif fait sous pression, avec des conséquences qui dépassent largement la nuit elle-même. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré s'est trouvé condensé dans ce moment précis, non pas comme une figure figée, mais comme le symbole d'une décision partagée, rester debout quand l'ordre vacille. Pourtant, un symbole n'est jamais immobile.
Il vit de ce qu'il permet ensuite. La fidélité exprimée cette nuit-là n'était pas une conclusion, mais une ouverture, une manière de dire que rien n'était acquis définitivement. Ce rappel donne à l'épisode une tonalité moins triomphale que responsable. Le soutien protège, mais il engage. Lorsque la rue s'implique ainsi, elle ne délègue pas totalement son avenir. Elle le met en jeu. La mémoire de cette nuit ne vaut donc pas comme célébration permanente, mais comme référence active, capable de rappeler pourquoi le soutien a émergé et ce qu'il exige en retour. Le sens émotionnel se situe là. Ce moment n'appelle pas à l'adhésion aveugle, mais à une vigilance partagée. La question n'est plus de savoir qui a gagné cette nuit-là, mais comment cette énergie collective sera transformée ou dissipée dans le temps qui suit. La séquence se referme sans réponse définitive, et c'est précisément ce qui en fait la force. Ce qui s'est joué cette nuit-là ne se mesure pas uniquement à l'échec d'une tentative ou à la solidité apparente du pouvoir, mais à une transformation plus discrète du rapport entre citoyens, sécurité et autorité. Le soutien exprimé dans l'urgence a créé une trace. Reste à savoir comment elle sera lue, entretenue ou effacée avec le temps. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement, mais de suivre les conséquences. Observer les décisions prises dans les mois à venir, comparer les promesses aux actes et distinguer le soutien critique de l'adhésion automatique sont déjà des formes d'attention active. Ce regard continu compte autant que la mobilisation ponctuelle, car il conditionne la manière dont la légitimité se stabilise ou se fragilise. La question finale reste volontairement ouverte. Quand un peuple se lève pour protéger un pouvoir dans l'urgence, comment peut-il s'assurer que ce pouvoir continue ensuite à le protéger sans refermer l'espace du doute et du débat? La réponse ne se trouve pas dans un moment spectaculaire, mais dans la durée, les ajustements et la capacité collective à transformer un réflexe de crise en engagement lucide.